le moment où on s'exprime artistiquement, c'est le moment le plus extraordinaire pour un artiste. Je pense ce soir à ça, le moment où tu es vraiment en symbiose avec le travail artistique. C'est le moment essentiel. Que tu es dans le geste artistique, comme ça, de création. Tu enquêtes des choses, toi-même tu t'interroges, tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est un moment-là qui est magique. C'est le plus beau moment. C'est le moment où tu occupes ta vie, parce que tu es en communion avec la vie. Tu te retrouves toi-même dans la vie. C'est occuper. L'art, c'est occuper sa vie. L'art me permet vraiment de me sentir vivant, d'avancer, d'avoir la force d'avancer. C'est la vie. Je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. Je suis quelqu'un au départ, vraiment bricoleur. Je touche à tout, je travaille avec tout. Mais le plus important dans ce que je fais est dans l'expérimentation. L'expérimentation a cela d'intéressant parce que tu te retrouves toi-même dans ta vraie nature, parce que les choses se passent de manière intuitive, comme ça, sans que tu calcules. Quand je prends un pinceau et que en balançant la peinture comme ça, je vois que ça coule. Voilà, c'était pas prévu. Et je me dis, ah tiens, ça c'est génial. Et c'est même finalement ce qui coule là qui m'émeut. Et la peinture qui coule comme ça qui m'émeut. C'est de l'expérimentation. Je m'aventure vers quelque chose humainement, naturellement, en acceptant que je peux faire des erreurs, en acceptant que je peux réaliser des grands exploits et que ça ne devrait pas être un drame si j'ai fait des erreurs et que si je réalise des grands exploits, ça ne devrait pas trop me réjouir quand même. Parce que, au final, qui suis-je? Je suis né à Foumban, où mes parents aussi sont issus. Et je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants, 5 garçons, 5 filles. J'ai grandi à Bafoussam parce que mon papa était un fonctionnaire, quelqu'un de très attentionné, et je n'ai pas eu de problème à faire tout ce que j'ai fait. Ma maman et mon arrière-grand-père, c'était le roi Joya de ma grand-mère et était la fille d'une des femmes auxquelles le roi était très affectif. Foumban, mon village, là où je suis né, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-bas, j'allais en vacances. Et Foumban, c'est une ville avec beaucoup de collines, une ville où la terre est rouge, la terre est vraiment extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Le paysage, la verdure, ce contraste entre le vert et la couleur terre rouge. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Moi, je me suis mis à peindre la vallée opposée à ma maison familiale.
J'ai intitulé cette série de peintures que je faisais à la gouache Les collines rouges. Et ça revient au même d'ailleurs aujourd'hui sur mon travail. J'étais très tôt très attentif aux objets. Tout petit, mon père savait déjà que j'aimais ça. Il m'accompagnait. Quand on allait à Fumban, il prenait du temps. Il m'amenait au palais. J'allais, on faisait le tour. J'étais très marqué par l'art ancien, par la texture, le matériau utilisé. Je m'interrogeais sur la technique. Tout ça a beaucoup marqué ce que je fais. Je suis un peu comme un résultat de toutes les expériences que j'ai faites. Je me considère comme un artiste plasticien. Je fais de la peinture. J'ai commencé par le dessin. Puis j'ai fait beaucoup de travail en assemblant beaucoup de matériaux. Et aujourd'hui, je suis revenu sur la toile. Je fais beaucoup de collages. Je mélange beaucoup de techniques sur la toile. Je travaille à l'acrylique. Je mets du pastel. Je suis quelque part aussi un artiste engagé. Par exemple, Albatros, que j'ai fait, c'était vraiment un travail très engagé. Je parlais d'un fait politique qui s'était passé. Et juste après, je me suis intéressé à raconter les histoires de la vie politique. Et il fallait que je crée comme ça des personnages qui seraient identifiés comme des politiciens. Ces personnages-là, j'ai voulu qu'ils soient habillés, que ce soit chaque fois en tenue, d'un costume rayé, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, je m'étais rendu compte que les politiciens s'habillent toujours en costume. Mon père achetait des habits pour nous, pour faire coudre. Les tissus avec les rayures les plus souples coûtaient un peu plus cher. Autant le costume a des rayures, autant c'est un costume raffiné. Mais il y a aussi l'esthétique, il y a comment remplir l'espace dans la toile et créer du mouvement, les gestes, les mimiques comme ça. Les reflets que je mets juste en frottant du doigt les rayures que je mets, c'est des reflets pour mettre des ombres et pour créer aussi en même temps, pour appuyer encore plus ces mouvements, ces gestes que je donne à ces personnages-là. Avant, je faisais des toiles sur uniquement la scène politique, mais j'intègre aujourd'hui la société. Je suis actuellement dans une série que j'ai intitulée Social Game, où j'intègre les gens ordinaires, surtout les gens les moins nantis, les gens qui subissent la pression de la politique. Je mets en scène ces personnes qui subissent. Je les mets face à ces politiciens-là. Pour moi, là, c'est une dualité. Là, ce qui crée l'émotion, c'est le choc. Je suis dans une démarche qui m'amène à montrer, à toucher le narcissisme de l'être. Dans les boxeurs, je me représente moi-même. Parce que je suis acteur, mais je suis un être. Je suis aussi comme tous les gens que j'interprète sur mes toiles. Et j'ai pensé que ça sera en me choisissant comme pour me mettre dans cette scène de boxeur, que ça va attirer l'attention. Parce que j'essaie désespérément comme ça de montrer cette fragilité, mais en me mettant dans une posture d'homme puissant à travers les muscles que je mets. Mais c'est la fragilité.
tout le travail de dessin que je fais, j'essaie de montrer la fragilité de l'être humain et en même temps la force de l'être humain. Je pense qu'on s'appuie toujours sur le passé, sur son enfance, pour pouvoir avoir une certaine perception des différents lieux où on se trouve. Ma famille, c'est mon côté personnel. Je pense toujours au fait que les gens qui partent physiquement restent, l'esprit reste. J'ai eu 3 enfants avec une femme qui nous a quittés. Et donc elle m'a laissé 3 enfants. Je les ai élevés, puis que ma femme est partie seule. Ça n'a pas été facile parce que mon amour pour elle grandissait et j'aurais pu sombrer. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Je suis quelqu'un de très sociable, très généreux. Et mes enfants sont quelque chose que j'ai envie de protéger. J'ai envie de donner tout ce qu'ils ont besoin et puis surtout qu'ils soient fiers de moi. Les enfants sont capables de faire des choses extraordinaires avec les couleurs. Leur école est juste à la croisée de mon atelier et de la maison. Et donc, chaque fois qu'ils rentrent, ils passent ici. Parfois, ils ont envie de dessiner. Ils veulent me tenir compagnie ou je veux qu'ils restent avec moi. Et je leur donne des bouts de papier et je leur dis de faire ce qu'ils veulent, soit dessiner. J'utilise mes peintures ici. Et le premier a l'art vraiment de dessiner. Le second, c'est un coloriste. Bon, il a sa marque sur certaines de mes œuvres. C'est toujours fascinant. Quand j'ai fini une toile, surtout le dernier, il vient et dit Papou, c'est comme ça. C'est moi qui ai fait ça. Ils sont contents et puis ça crée une bonne ambiance. Il n'y a rien de plus naturel et de plus beau. Quand on côtoie Salif Lumumba, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas comment le dire de manière simple. Lorsqu'on parle de son travail avec lui et lorsqu'on le voit travailler, on a l'impression qu'il a beaucoup de choses à dire. Mais parfois, il ne les exprime pas comme ça. Il vous parle des choses, mais de manière... Chaque fois qu'on lui pose des questions sur son travail, il dit « Je me débrouille. Je suis comme un gamin devant mes travaux. » Et effectivement, quand on l'observe, quand on le voit travailler, c'est quelqu'un qui joue beaucoup dans sa création. Et vraiment, il est comme un gamin, comme il le dit très souvent. Parce que ce qui m'a impressionné dans l'approche de Salif Lumumba, c'est... Non seulement il n'a pas fait une école d'art, mais je me demande avec quelle spontanéité il a souvent abordé ses dessins, parce que moi, j'aime beaucoup plus ses dessins. Quand il commence à dessiner, tu te demandes comment ça se passe. Il joue avec des lignes. Et puis, très vite, il y a un œil qui se forme, très vite, il y a une bouche qui se forme, très vite, il y a un nez, il y a un visage, il y a un corps, il y a toute une scène. Et il n'est pas dans le calcul. Vraiment, c'est comme un jeu d'enfant. Il n'est pas dans un calcul. Ça va très, très vite. Et tout ça, ça me fascine, cette spontanéité-là qui se dégage de sa façon de travailler. Bon, le travail de Salif, on ne peut pas parler du travail de Salif sous la forme d'une seule question, parce que c'est un travail qui s'échelonne à hauteur de plusieurs années. Il a une 30aine d'années de carrière. J'ai perçu, ou alors j'ai imaginé un néologisme que j'ai appelé le nervurisme de l'art de Salif. Le nervurisme en ce sens que vous connaissez les nervures des plantes qui ont justement pour rôle d'apporter une certaine vie aux feuilles, une vie
qui va des racines. Donc, dans la technique de la ligne de Salifou, la ligne qui s'imbrique dans des formes chaotiques, on a l'impression que Salifou est à la recherche d'un idéal, n'est-ce pas? Un idéal dans le sens peut-être de résoudre des problèmes intérieurs à lui-même ou alors dans le sens de résoudre des problèmes de la société. Jusqu'à ce que je suis arrivé ici à Douala, je travaillais dans une imprimerie, dans les bureaux. Mon rôle, c'était de dessiner. Ensuite, je me suis dit, bon voilà, à un certain moment, il faut que j'arrête. Quand j'ai fait ma première exposition, je vais arrêter pour me consacrer à ça. Mais c'était une décision difficile. Est-ce que j'allais tenir? Je n'arrive pas à vendre vraiment de manière régulière mon travail. Et je faisais un travail abstrait à l'époque où j'utilisais beaucoup de matériaux et ça, c'est pas, il fallait vraiment être un collectionneur et quelqu'un d'averti pour acheter mes œuvres. Donc, j'ai arrêté et ça a été difficile, dur. Ça a été dur. J'ai passé peut-être 2 ans, 3 ans comme ça. Je n'avais pas de maison ni d'atelier. À un certain moment, je me suis rendu compte que le travail portait beaucoup plus sur la récupération des objets, mais quelque chose qui est arrivé par nécessité, parce que il manquait aussi de matériel pour travailler ici. J'ai travaillé avec beaucoup de matériaux. J'ai travaillé avec la terre quand j'arrivais à Fouman, dans mon village, puisque la terre est plus rouge là-bas. La terre me fascine. Ma mère était étonnée. Je ramassais la terre, je mettais dans le plastique et je rentrais ici à Douala avec. Je mélangeais avec des liants, je préparais mes toiles lavées. Après, je peignais. Avec le peu de peinture que j'avais, je mettais de petites taches de couleur comme ça, vraiment pour économiser. Et après, ça fascinait. C'était fascinant. Moi-même, je me disais, c'est extraordinaire. Et pourtant, c'était une envie d'être très minimaliste dans le travail qui était provoqué par le fait que je n'avais pas beaucoup de peinture. Et du coup, c'est à cette époque-là que j'ai pris conscience qu'en réalité, lorsqu'on est en manque, on peut être plus créatif. Dès le départ, dès que j'ai posé ma valise ici à Douala, c'était mon défi. C'était de travailler en tant qu'artiste et de faire en sorte qu'il y ait une vraie scène artistique. Il n'y en avait pas. Donc les artistes se comptaient au bout du doigt, il n'y avait pas de galerie. Quand je suis arrivé, ça m'a choqué. Le cercle Kapsiki, au départ, c'est des gens qui ont les mêmes aspirations, qui se rencontrent et c'est des amis. Tu retrouvais tous les artistes sur la scène qui n'étaient pas nombreux. Il n'y avait que nous. Ici à Douala, il y avait Yamgen, Blaise Barre, Veyoumi, Jules Wokam, Joël Pado. On a eu à un certain moment envie de faire des choses ensemble, de réaliser des œuvres collectives. On cogitait beaucoup, on essayait de dépasser un peu les limites du conventionnel. Et à un certain moment, on a décidé de se mettre ensemble en tant que cercle d'artistes, d'aménager dans un espace. Plus tard, nous avons organisé des expositions. Nous avons beaucoup travaillé aussi dans l'espace public parce que
on se rendait compte à un certain moment que les gens pensent toujours que aller aux expositions, c'est la chose des gens qui sont cultivés, qui sont les expatriés et tout. Notre grande préoccupation à un certain moment, c'était si vous ne venez pas, nous allons vers vous, de faire des choses même dans les lieux publics, de poser des actes artistiques dans la rue, dans un carrefour. On n'était même pas seulement limité aux arts plastiques, on projetait des films, on invitait même des dessinateurs, des illustrateurs, des taggers, tout. On faisait tout, mais on axait tout dans la rue. C'était vraiment notre aspiration, notre objectif, c'était de travailler ensemble. Le Kapsiki, c'est ce pic-là, au nord du Cameroun. Il paraît en altitude, c'est le plus... Et on s'est dit, bon, le Kapsiki, ça correspond à notre aspiration de foncer, de se surpasser, de faire des choses, quoi. Et nous sommes les Kapsiki. Par rapport à la scène contemporaine aujourd'hui, je suis très confiant. Je suis même en ce moment, il y a quelques années, en partenariat avec le Beaux-Arts de Konsamba pour accueillir ici dans mon atelier chaque année un certain nombre d'artistes. Beaucoup d'artistes qui viennent sur la scène artistique aujourd'hui viennent de ces écoles-là. Ce qui est bien, vous l'appelez Salif Lindou, moi je l'appelle le lion, le barbu. Tu vois ça, le barbu blanc. Donc, ce sont les petits noms que moi je lui donne. Vous savez, c'est... Ma première rencontre avec lui était vraiment assez bizarre parce que je me souviens en 2013 où je préparais mon stage académique. Ruth va me demander pourquoi tu ne vas pas chez Salifou. Je me souviens très bien qu'un jour, puisque Jean-David était aux Beaux-Arts de Foumban. Et Foumban, c'est vrai que Foumban, c'est mon village natal. Je lui ai demandé ce qu'il faisait aux Beaux-Arts. Il m'a dit, voilà, je suis en art plastique. Et puis, par la suite, un jour, il arrive chez moi à Daïdo, à Douala. Et il me dit, voilà, je suis venu parce que je suis, comme je te l'ai dit, étudiant aux Beaux-Arts et je voudrais faire mon stage chez toi. J'étais surpris parce que c'est la toute première fois qu'un étudiant sollicitait de venir chez moi. J'ai le sentiment que les jeunes artistes et les étudiants ont peur de moi. Et c'est lui, en fait, qui m'a révélé qu'en réalité, les artistes avaient peur de moi parce que je ne parle pas beaucoup. Et c'est cette révélation même d'ailleurs de lui qui m'a fait changer d'attitude vis-à-vis des étudiants. C'est que Salifou, c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup. Donc quand je vois un étudiant qui a cette tendance-là, très facilement je peux lui dire, si tu veux t'en sortir dans ce que tu veux faire, va dans les ateliers Lindou. Les moments de stage avec Salifou Lindou étaient tellement intenses parce que je pense que c'est en cette période que j'ai découvert qui j'étais véritablement. Je pensais que j'étais quelqu'un de strong, mais cette période m'a montré la fragilité de ma personne. C'est un personnage assez particulier parce que il te permet d'être toi et parce que le personnage t'amène véritablement à discuter avec lui, à échanger avec lui. Et la possibilité qu'il te donne aussi, c'est d'avoir confiance en toi, en te montrant que tu as du potentiel que tu peux mettre en évidence. La scène s'amplifie, il faut qu'il y ait des artistes, il faut qu'il y ait des galeries, il faut qu'on pense à créer les musées. Aussi, il faut des passionnés dans la critique d'art. Il faut qu'il y ait des gens
qui viennent en aide aux artistes, qui leur donnent la possibilité de créer. L'espace Douala est l'un des premiers espaces culturels ici à Douala. Dans cet espace, j'ai fait au moins 3 expositions individuelles majeures. Donc c'est un espace important dans ma carrière. Douala a tendu la main aux plus jeunes. C'est très important parce que l'espace culturel a besoin de donner un coup de pouce à ceux qui sont là et puis ceux qui arrivent pour que l'art évolue, la scène artistique soit plus intéressante. Et c'est le rôle de Douala. Douala a été pratiquement pendant longtemps la seule structure à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on compte beaucoup plus d'espaces d'exposition où on organise des ateliers, des rencontres. C'est aussi grâce à l'espace Douala. Salifou et moi, on a gardé justement ces liens-là. Je peux aller dans son atelier et ce qui est intéressant avec cette discussion, c'est que ça finit toujours avec des conseils. Mais il ne te fait pas comprendre que c'est un conseil. Mais dans cette discussion, tu comprends que le gars est en train de t'enseigner la vie. C'est l'enseignement aujourd'hui entre lui et moi ne se situe plus forcément dans la pratique de l'art, mais c'est l'enseignement de la vie. Si on veut que les choses changent, il faut mettre les artistes en avant. Il faut donner la possibilité aux artistes de créer. J'ai beaucoup souffert pour avoir de quoi peindre. Donc il faut donner la possibilité aux artistes de pouvoir travailler, de pouvoir montrer leur travail, de pouvoir voyager pour apprendre des autres, échanger avec les autres. Le fait que je sois artiste camerounais, artiste africain, artiste contemporain, aussi artiste universel, je pense que le fait que je sois artiste camerounais influe naturellement dans mon travail. Ça, c'est indéniable. C'était un ras-le-bol, quoi. C'est la situation économique et tout ça. J'ai voulu travailler aussi avec mon corps. J'ai fait une courte vidéo où je devais me mettre à poil parce que j'estimais que la meilleure façon vraiment de crier avec son corps, c'est de se mettre à nu. Et je devais me mettre à poil, de mélanger de la peinture comme ça sur le chevalet, l'appliquer sur mes fesses et puis prendre une toile et imprimer comme ça sur mes fesses. J'ai appelé cette vidéo mon cul. Et c'était une vidéo qui devait être au centre de la deuxième exposition que je faisais au Goethe Institute. J'aime vraiment associer des techniques et être dans toutes ces techniques que j'ai fait dans une performance. Comme si j'entrais en communion avec ces objets-là. Et tout ça, je pense que ça a été inconsciemment, je l'ai fait parce que j'étais dans une quête de savoir comment se faisaient ces rites avec ces masques-là. Et on m'avait raconté qu'en fait, ces objets qu'on voit aujourd'hui dans les musées et tout ça, ça avait une fonctionnalité, que ce soit dans la guérison, dans vraiment les souhaits pour que la cité soit épargnée des malheurs, des choses comme ça. C'était surtout ce qui me fascinait beaucoup, c'était pour soigner. La première exposition Albatros s'est passée à Douala en 2015.
Le détournement, c'est une stratégie mise en place pour pouvoir puiser de l'argent dans les caisses de l'État. Je regardais la télévision un jour et puis un débat. Des avocats, des économistes, des écrivains, et qui chacun donnait son point de vue par rapport à cette histoire. Et moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour raconter aussi cette histoire à ma manière. Je suis tombé en discutant avec un ami, Lionel Manga, et il a évoqué le poème de Baudelaire, intitulé Albatros. Et il me disait que quand on a décidé de donner le nom Albatros à l'avion du président, on était déjà complètement dans l'échec. Parce que Albatros, c'est cet oiseau que Baudelaire raconte qui est belle dans les airs, mais lorsqu'elle est au sol, elle est laide et vole. Le premier albatros que j'ai fait comportait un espace en forme de creux, un creux en forme de cercueil pour évoquer les morts d'hommes que ça a provoqué, les pertes psychologiques et tout. Il y avait à l'intérieur une vidéo qui était couchée et au-dessus, j'avais fait installer des miroirs sur lesquels reflétait la vidéo qui passait dessus. Un film qu'un ami vidéaste avait réalisé, et c'est un épervier qui plane comme ça dans le ciel. Et pourquoi l'épervier? Parce que l'opération qui a été mise en place après cet événement pour traquer les gens qui avaient détourné cet argent, ils ont appelé ça épervier. Mais j'avais aussi expérimenté d'autres techniques que j'aime, comme la gravure, les estampes. Toujours, j'avais travaillé dans ce système de reflets pour évoquer la vigilance qui est en jeu dans cette histoire. La dernière performance que j'ai faite, je l'ai fait avec Gabriela Bajek, une artiste performante de très talentueuse dont j'adore le travail et la sensualité. C'était une performance dédiée à mon épouse. On a fabriqué un objet avec qu'on manipulait. Et à la fin de la performance, j'ai vu des gens qui pleuraient. Bon, c'est vrai, c'est qu'ils ont compris que je parlais de la douleur, de la perte de cet être cher. Je pense que le fait d'avoir performé autour de cet objet a apporté beaucoup plus d'émotions. Et c'est en cela que la performance est importante. La performance est quelque chose, on met comme ça l'esprit déjà en suspens. C'est la plus grande performance pour moi, c'est d'être en train de voir quelqu'un qui est en train de marcher sur une corde raide comme ça. Tu es tout le temps en train de penser qu'il va tomber. Et ça te saisit, ça te met hors de la personne naturelle que tu es, ça t'amène ailleurs. La performance pour moi, c'est un peu comme quand je peins. C'est un moment où tu te sens en vie. C'est pur, c'est vrai.